présenter. Donc, Mathieu Aubry, donc vous avez accepté de faire cette conférence introductive et je vous remercie. Vous êtes chercheur au Pont ParisTech et vous êtes expert en vision artificielle. Vous avez participé à plusieurs projets permettant de lier l'expertise de votre discipline et le domaine des humanités numériques et du patrimoine. Vous êtes également co-organisateur du séminaire DHAI à l'ENS, donc When Digital Humanities Meet Artificial Intelligence, et vous collaborez avec l'École des Chartes pour le projet Filigrane pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, l'introduction, et merci à tous pour être là malgré les difficultés de transport que vous avez sans doute connues. Alors malheureusement, je vais commencer probablement par vous décevoir un petit peu parce qu'on m'a demandé de parler d'intelligence artificielle. En fait, je ne vais pas beaucoup parler d'intelligence artificielle, je vais beaucoup parler plutôt d'apprentissage automatique. Et la raison pour ça, c'est que je pense que le terme d'intelligence artificielle, en fait, n'est pas du tout adapté à la plupart des choses qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, et au contraire, il alimente un certain nombre de fantasmes que vous avez pu entendre, que vous avez pu voir. Et en fait, c'est des fantasmes qui existent depuis très longtemps, qu'on voit dans la presse aujourd'hui, mais qu'on voyait déjà dans la presse il y a à peu près 60 ans, exactement sur les mêmes choses. Donc ce que vous avez ici, c'est un article du New York Times de 1958, et qui parle d'un modèle d'intelligence artificielle, du premier réseau de neurones, si on veut, du premier neurone, qui est d'une simplicité véritablement enfantine. Et si vous regardez le détail de ce qui est dit dans cet article, vous voyez exactement les mêmes choses que ce qu'on peut entendre aujourd'hui. On parle d'une machine qui va être capable d'apprendre par elle-même, de penser, d'avoir conscience de son existence. Et tout ça, en fait, c'est des choses sur lesquelles, depuis 1958, on n'a pas beaucoup avancé. Des machines qui apprennent toutes seules, ça n'existe pas véritablement. Il y a toujours beaucoup d'ingénierie, beaucoup de données derrière tous les algorithmes qu'on développe. Des machines qui pensent, des machines qui voient, ce n'est pas véritablement quelque chose qui existe. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on arrive à faire, ce que les gens veulent dire quand ils disent intelligence artificielle à propos des outils qu'on utilise aujourd'hui. Et en fait, c'est surtout beaucoup de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, l'apprentissage statistique, ce qu'on pourrait appeler l'amplification de l'intelligence, c'est-à-dire reproduire une tâche humaine à une plus grande échelle, une tâche faite par des humains à une plus grande échelle et de manière automatique, mais où il n'y a pas vraiment d'intelligence de la machine, il n'y a pas vraiment de compréhension de la machine. En général, tout ce qu'on fait en machine learning, c'est-à-dire en apprentissage artificiel, en apprentissage statistique, c'est de reproduire une tâche qui a été définie très très précisément par des humains. Et elle est définie par des humains en général en termes d'exemples. On effectue une tâche un certain nombre de fois, on enregistre les résultats et on entraîne un algorithme qui va essayer de reproduire ces résultats, de reproduire la même chose. Et donc ça veut dire qu'il va essayer de le reproduire, y compris avec tous les biais qu'on a mis dans les données qu'on lui a données. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs dans les données d'apprentissage, il y aura des erreurs dans les données de test, c'est exactement les mêmes, il y aura des biais potentiellement. L'algorithme qu'on va développer va être très spécifique à une unique tâche et aussi très spécifique à un type de données particulier. C'est-à-dire que si on entraîne un algorithme à reconnaître ce qu'il y a dans des images en couleur, il ne va pas d'un coup être capable de reconnaître ce qu'il y a dans des images en noir et blanc. Il faudra faire une opération entre les deux, il faudra apprendre un algorithme différent. Il n'y a pas vraiment d'intelligence, il n'y a pas une compréhension qui va nécessairement se généraliser. En pratique, on voit parfois un petit peu de généralisation, on voit des algorithmes qui marchent bien, mais ce n'est pas des algorithmes d'intelligence générique, c'est des algorithmes vraiment très spécifiques qui permettent juste de reproduire une tâche qui est faite par des humains. Donc ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est que dans la plupart des choses qu'on appelle intelligence artificielle, en général, il n'y a véritablement rien de magique, c'est juste des choses relativement simples que je vais essayer de vous présenter un petit peu dans le détail, de vous faire comprendre le mieux possible, de vous faire toucher le mieux possible. Mais ça ne veut pas dire du tout, à mon avis, que ce n'est pas quelque chose qui peut changer complètement votre travail, qui peut changer complètement la manière dont fonctionnent les institutions patrimoniales. À mon avis, c'est des outils qui sont très intéressants, qui peuvent provoquer beaucoup de changements. On peut développer des outils pour faire énormément de choses auxquelles on ne pense pas forcément immédiatement, mais ce n'est pas non plus des outils magiques, ce n'est pas du tout, à mon avis, des outils qui sont appelés à remplacer l'humain ou à remplacer l'analyse qu'on fait des résultats de ces algorithmes. Donc je vais essayer de vous présenter tout ça à travers un certain nombre d'exemples de projets qui pour moi sont représentatifs de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en apprentissage automatique, en intelligence artificielle. Je vais commencer par un projet qui n'est pas véritablement un projet qui porte sur le patrimoine, les humanités, qui est en fait un projet d'économie, fait essentiellement par des économistes que vous avez à droite ici, et dont le but est de prédire le prix auquel vont se vendre des œuvres d'art. L'idée, c'est qu'on a beaucoup d'historiques de vente d'œuvres d'art, et donc on se demande si on pourrait entraîner un algorithme qui peut être capable de faire des prédictions, et si ces prédictions sont utiles pour quelque chose. Ce qui intéresse les économistes là-dedans, c'est d'analyser les prédictions, de voir ce qu'il y a dedans, de voir ce qu'il n'y a pas dedans. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la partie ingénierie, c'est juste d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait ces prédictions.
Et c'est quelque chose qui est très représentatif d'un projet d'apprentissage automatique, de machine learning, d'intelligence artificielle en général. Un projet comme ça, en général, ça commence par les données et trouver des bonnes données, trouver des données à suffisamment grande échelle, trouver des données qui nous intéressent, annoter ces données, c'est la plus grande partie du travail. Donc là, ce projet était parti du fait qu'en fait, on avait des données qui étaient disponibles, qui étaient données par les maisons de vente aux enchères, et on avait à peu près 1 million de ventes, donc énormément de ventes, par 350 différentes maisons de vente aux enchères, et pour chaque vente, on avait énormément d'informations. On avait le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, l'image, des caractéristiques de l'œuvre, la taille, etc., etc. Et on avait bien sûr le prix de vente et différentes informations sur la vente. Voilà, donc là c'était un projet où avoir accès aux données était relativement simple. En général, juste construire les données dans un projet d'apprentissage automatique, c'est le plus gros du travail. Et on le verra tout à l'heure sur d'autres projets. Quand on a des données comme ça, la première chose qu'on fait en apprentissage artificiel, c'est de couper ces données en deux. On va prendre une partie des données pour développer un algorithme, pour essayer de construire un algorithme, d'apprendre un algorithme qui va essayer de faire la tâche qu'on va vouloir faire. Donc ici, ça va être tout simplement prédire le prix de vente pour chaque vente en fonction du nom de l'artiste, du tableau, etc., etc. Et on va garder une partie des données de côté, de préférence une partie la plus indépendante possible, et c'est une partie sur laquelle on va juste évaluer l'algorithme. Et sur ces données, ce qu'on va essayer de voir, c'est si l'algorithme qu'on a développé va bien se généraliser à de nouvelles données. Parce que ce qu'on pourrait très bien imaginer, et ce qui arrive très souvent en pratique, c'est d'avoir un algorithme qui marche très bien sur les données sur lesquelles on l'a entraîné, sur les données qu'on a déjà annotées, mais qui ne va pas du tout se généraliser à de nouvelles données. Et évidemment, un algorithme comme ça est largement inutile, puisqu'il ne permet pas d'analyser de nouvelles données, qui en général est ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a ces données, on n'a pas tout à fait fini juste si on les a collectées, il va falloir choisir comment est-ce qu'on va les représenter. Comment est-ce qu'on va les représenter d'une manière qui soit compréhensible par l'ordinateur, d'une manière que l'ordinateur puisse analyser et comprendre. Et ça, c'est vraiment des choix qui sont toujours des choix humains, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait de manière automatique ou de manière apprise. Toujours, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut représenter nos données. Il y a des manières standards de représenter les données. Une manière standard, c'est de juste représenter des données sous les formes d'un vecteur binaire avec des zéros partout et un 1 dans une seule dimension. Ça marche très bien typiquement pour les données textuelles, pour les mots. Donc ici, par exemple, pour nos noms d'auteurs. Si on a une liste d'auteurs possibles des œuvres, on va tout simplement associer à chaque auteur un vecteur qui va avoir des zéros partout, donc une liste de chiffres qui va avoir des zéros partout, sauf dans une dimension pour chaque auteur. Donc les œuvres de Bruegel, par exemple, on va leur associer un vecteur qu'on va appeler x, qui aura des zéros partout, sauf sur sa première dimension. Les œuvres de Picasso vont avoir des zéros partout, sauf sur la deuxième dimension, etc., etc. Donc ça, c'est une manière standard de représenter des informations textuelles relativement complexes, juste sous la forme d'un vecteur tout simple, binarisé. Évidemment, il y a des données qu'on peut difficilement représenter de cette manière-là. Un exemple typique, c'est les images. Pour représenter une image, si on représentait juste une image comme ça, comme un grand vecteur, on perdrait beaucoup d'informations. On perdrait en particulier l'information spatiale. Si on a deux pixels, 2 points dans l'image qui sont les uns à côté des autres, on a envie de se souvenir qu'ils sont les uns à côté des autres. Si on représente juste l'image par un grand vecteur, on perd cette information. Donc on va véritablement représenter l'image comme un tableau, et à chaque position, on va enregistrer à quel point on a du rouge, du vert, du bleu pour chaque pixel. On va enregistrer la couleur de chaque pixel. Et c'est comme ça qu'on va représenter notre image. Donc première étape, collecter les données et décider comment est-ce qu'on va représenter les données pour les donner à l'algorithme d'apprentissage. Deuxième étape dans le développement d'un projet d'apprentissage artificiel, et en particulier dans un projet de type réseau de neurones, qui sont les algorithmes qui marchent le mieux aujourd'hui en général, c'est de définir un modèle. Et c'est ce modèle qui peut éventuellement être un réseau de neurones, qui peut aussi être autre chose, qui peut aussi être des modèles plus simples. Le modèle le plus simple qu'on imagine en général en machine learning, c'est le modèle qui est représenté ici. C'est un modèle linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle linéaire? Ça veut dire qu'on a nos entrées à gauche. Donc X ici, c'est la description de la vente que je suis en train de regarder, par exemple. Donc la description, par exemple, du nom de l'auteur. Donc vous pouvez penser à chacun des XI valant 0 ou 1. Et le 1 correspond juste à la dimension qui correspond à un auteur de l'œuvre particulier. Et ce que va faire notre modèle, ce que décrit cette équation qui peut faire peur si on n'a pas l'habitude des équations, c'est notre modèle. Notre modèle, on va l'appeler f, ça va être une fonction, ça va être une fonction de prédiction, ça va être ce qu'on va essayer de faire à partir des données. On va essayer de prendre nos entrées x et de leur associer leur prix. Et leur prix, on va l'appeler, on va dire que c'est une fonction f de x. Et dans le cas d'un modèle linéaire, cette fonction f de x, elle est très très simple. Cette fonction f de x, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire une moyenne pondérée des entrées. Elle va prendre toutes nos entrées x
et elle va en faire la moyenne pondérée avec des poids W. En faire la moyenne pondérée, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on va faire la somme du produit W1 multiplié par X1, plus W2 multiplié par X2, plus W3 multiplié par X3, etc. etc. Donc des opérations véritablement très simples, et ça, c'est un modèle linéaire. Si on repense au cas de la prédiction du prix, par exemple du prix de vente pour différents artistes, si notre X, c'est l'identifiant de l'artiste, ce qui serait bien, par exemple, c'est de prendre pour W1 le prix moyen de l'artiste 1. Donc, par exemple, si l'artiste 1, c'est Bruegel, on va avoir W1 qui est égal au prix moyen de vente d'un Bruegel. Et donc, la prédiction qu'on va faire ici, ça va être quoi? Si le X correspond à un Bruegel, on va faire 1 multiplié par W1, donc 1 multiplié par le prix moyen d'un Bruegel, plus la somme de tous les autres multipliée par 0, parce que tous nos autres sont 0. Et donc, on va juste prédire, pour cette vente-là, le prix moyen d'un Bruegel. Et si on réfléchit, intuitivement, c'est quelque chose de relativement naturel. Si on n'a pas d'autres informations que le nom de l'artiste, tout ce qu'on peut faire, c'est prédire le prix moyen pour cet artiste. Donc ça, c'est un modèle linéaire, et c'est véritablement le modèle le plus simple qu'on puisse envisager en machine learning, en apprentissage automatique, de manière générale. Un neurone, un perceptron, donc ce dont on parlait dans l'article du New York Times que je vous ai montré tout à l'heure, cette machine qui est capable d'apprendre à marcher, voir, etc., etc., c'est presque exactement la même chose, sauf qu'on rajoute quelque chose ici, on rajoute une non-linéarité, et au lieu de juste regarder la moyenne pondérée de toutes nos entrées, on va regarder le signe de la moyenne pondérée de toutes nos entrées, parce qu'après tout, les poids W ici, ils peuvent être positifs, mais ils pourraient être aussi négatifs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un perceptron. Plus généralement, c'est ce qu'on appelle un neurone. C'est une opération très simple, juste faire une moyenne pondérée et appliquer à ça une fonction très simple, typiquement une fonction signe, en général une fonction qui est non linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un neurone. Et on appelle ça un neurone tout simplement par une analogie très vague avec ce qu'est un neurone humain, un neurone d'animal. Un neurone, c'est quoi? C'est une cellule qui reçoit de l'information, qui reçoit des signaux par plein de dendrites ici, qui reçoit plusieurs informations, potentiellement de plusieurs neurones différents, et qui à son tour va envoyer de l'information par son axone, elle va émettre un signal, elle va recevoir des signaux, elle va émettre un signal. Et la manière la plus simple dont on peut imaginer de modéliser quelque chose comme ça, c'est de disant, on va juste sommer tous les signaux qu'on reçoit avec un poids spécifique pour chacun des signaux. Donc ça, c'est tous mes signaux d'entrée. Je vais les sommer en leur donnant un poids chacun différent. Et je vais appliquer une non-linéarité, parce qu'en général, les réponses ne sont pas linéaires, donc je vais juste appliquer une non-linéarité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un perceptron, et plus généralement, c'est ce qu'on appelle un neurone dans un réseau de neurones. Mais donc, ce que vous pouvez facilement imaginer, c'est que ça reste un modèle qui est relativement limité. Tout ce qu'il fait, c'est une somme de ses entrées, une somme avec des poids de ses entrées, donc c'est relativement limité. On ne peut pas apprendre des fonctions qui sont très compliquées. On ne peut pas apprendre à reconnaître vraiment le contenu d'une image avec juste un modèle aussi simple. Ce qu'on fait dans un réseau de neurones, précisément, comme son nom l'indique, c'est qu'on va mettre ces neurones comme ça en réseau. On ne va pas avoir un seul neurone, on va avoir plein de neurones. Donc on va toujours avoir nos entrées, on va toujours commencer par nos entrées X, mais on va essayer de faire une prédiction du prix qui ne va pas directement dépendre des entrées par un seul neurone, mais où il va y avoir des neurones intermédiaires. Et nos neurones, typiquement, on va les ranger en couches. On va avoir une première couche de neurones, on va avoir plusieurs neurones qui vont prendre en entrée nos entrées, donc typiquement un vecteur qui va représenter l'artiste, dans notre cas, qui va les sommer aussi, qui va appliquer une non-linéarité, et sa sortie, il va la donner à un autre neurone, qui va être le neurone de sortie, qui va accumuler de l'information de plusieurs neurones intermédiaires. Ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un perceptron multicouche. C'est le modèle de réseau de neurones de base. C'est un modèle en fait très générique. C'est un modèle très générique parce que si on prend beaucoup de neurones dans la couche intermédiaire, on peut représenter des fonctions arbitrairement compliquées. On peut montrer que n'importe quelle fonction, même très compliquée, n'importe quelle association qu'on peut faire de plein d'informations avec un prix de vente, typiquement, on va pouvoir le représenter par un réseau de neurones tout simple, comme ça, avec deux couches, par un perceptron multicouche, avec juste beaucoup de neurones dans sa couche intermédiaire. Voilà. Mais donc, quand on parle de réseau de neurones, essentiellement, on parle de réseau de neurones à cause de cette analogie, parce que le réseau de neurones standard, c'est comme ça, c'est un perceptron multicouche, ici, un perceptron à deux couches, une couche cachée ici, une couche qu'on va appeler une couche de sortie ici. Et si on l'imagine, c'est un réseau de choses qui ressemblent à des neurones artificiels, à des neurones élémentaires. Donc ça, c'est un réseau qui va très bien marcher quand on va avoir des informations d'entrée qu'on peut vraiment voir comme des vecteurs, typiquement des vecteurs binaires qui vont représenter de l'information textuelle. Ça va un petit peu moins bien marcher, ça ne va pas marcher directement si notre entrée, c'est une image. Parce que si c'est une image, on va avoir envie de garder l'information spatiale et par exemple de regarder cette partie-là de l'image indépendamment de tout le reste. Pour faire ça, en fait, on va garder exactement la même idée.
On va toujours avoir des neurones qui vont faire des opérations très simples, qui vont être des moyennes pondérées, mais ils ne vont pas les faire sur toute l'image d'un coup, sur tous les pixels de l'image d'un coup. Ils vont les faire localement. Ils vont les faire sur quelques pixels, typiquement un voisinage de taille 10 pixels par 10 pixels, quelque chose comme ça. Et un neurone, on ne va pas l'appliquer juste à une partie de l'image, on va l'appliquer partout sur l'image. Et donc pour un neurone donné, pour un ensemble de poids donné, on ne va pas avoir une seule sortie, on va avoir toute une carte de sortie qui peut s'interpréter elle aussi comme une image. C'est ce que vous avez représenté ici. Chacun des carrés, c'est plein de sorties d'un seul neurone qu'on a appliqué partout sur l'image. Et les opérations comme ça, les opérations effectuées par les neurones, à nouveau on peut les enchaîner. Donc là on a plusieurs neurones, chacun des carrés ça représente un neurone différent, qu'on a appliqué à toute l'image en faisant des moyennes pondérées locales. Et après on peut avoir une autre couche de neurones qui va prendre cette couche-là comme entrée et faire le même genre d'opération jusqu'à ce qu'on arrive à la fin à nouveau à faire une prédiction, à avoir une fonction de prédiction qui, dans le cas du problème qu'on est en train de regarder, va juste être la prédiction du prix du réseau, du prix de l'œuvre d'entrée, du prix de vente de l'œuvre qu'on a en entrée. Donc comme de représenter les choses comme ça devient un petit peu compliqué de représenter toutes les connexions, mais il y a trop de connexions pour le représenter de manière facile. La manière dont on représente les réseaux de neurones, en général, c'est comme ça, c'est à chaque couche, on va juste associer une boîte, et un réseau de neurones même très profond, comme ça va juste être une succession de boîtes. Mais ce que chacune de ces boîtes représente, c'est en fait une opération qui est très simple. C'est une opération élémentaire très simple, qui est juste une somme de produits de deux termes, une somme des entrées multipliées par un poids, et une non-linéarité qu'on lui applique. Et ça, ce qui est représenté ici, c'est véritablement un réseau de neurones modernes, typiquement celui qu'on va utiliser si on fait de la reconnaissance d'image. C'est juste une succession d'opérations comme ça, avec des connexions qui veulent en général dire qu'on fait la somme de deux sorties ou quelque chose comme ça. Donc des opérations très très simples, et les opérations clés, quelque part, on les a déjà vues. C'est vraiment des opérations linéaires et des non-linéarités toutes simples. Maintenant, si vous regardez ça, ça devient un petit peu compliqué à dessiner aussi. Donc ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'aussi tout ce bloc, on va le représenter par un seul gros bloc, et tout ce bloc qui prend une image en entrée et donne une valeur en sortie, on va le représenter par un bloc. Et on va pouvoir combiner comme ça des réseaux qui vont prendre des informations très différentes. Typiquement, on va avoir notre information sur l'artiste en entrée, on va avoir un réseau qui va prendre cette information et avoir un certain nombre de sorties. On va en avoir un autre qui va prendre la date, on va en avoir un autre qui va prendre l'image. Et ce que les blocs représentent comme ça, c'est un réseau entier. Et on peut mettre tous ces blocs ensemble, on peut concaténer les sorties, on peut mettre les sorties les unes à la suite des autres. Ces sorties, on peut à nouveau les considérer comme l'entrée d'un autre réseau, etc., etc. Et comme ça, on peut construire des modèles qui ont l'air très compliqués, qui sont des très très gros modèles avec plein de paramètres, mais qui sont composés d'opérations élémentaires relativement simples. Et donc à la fin de notre modèle, on va avoir une fonction, et cette fonction, on va essayer de choisir tous les paramètres, de poids W, pour que cette fonction représente le mieux possible le prix de vente. Et vous pouvez imaginer que si on peut faire des combinaisons comme ça de différents réseaux, on peut les faire de manière arbitrairement compliquée. Typiquement, on pourrait brancher la sortie d'une couche, la sortie d'un réseau de neurones sur son entrée et itérer comme ça. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents. C'est des réseaux qui sont beaucoup utilisés en analyse de texte. Je pense que vous aurez l'occasion d'en entendre parler un petit peu plus tard dans la journée. Une fois qu'on a nos données, une fois qu'on a défini notre modèle, une fois qu'on a dit comment est-ce qu'on allait faire la prédiction, quelle forme allait avoir notre prédiction, il faut choisir les paramètres de ce modèle. Et ça, c'est le plus gros problème pratique quand on a un réseau de neurones, c'est comment entraîner ce réseau de neurones. Comment choisir tous les poids pour que la prédiction ait du sens, pour que la prédiction qu'on fait ait du sens, et pour que la prédiction qu'on fait se généralise. Donc pour faire ça, il faut formaliser un petit peu ce qu'on veut faire, et on le fait en écrivant une fonction de coût. La fonction de coût, c'est quelque chose qu'on veut minimiser. On va imaginer qu'on joue à un jeu où on regarde nos données, on regarde les exemples de vente, et pour chaque vente, on va vouloir prédire le prix auquel la vente s'est faite. On le prédit avec notre réseau de neurones, donc on a une prédiction qui est f de xi. Xi, c'est nos entrées, f, c'est la prédiction qu'on fait. Et sur nos données d'apprentissage, on connaît aussi le prix PI, le véritable prix de la vente de cette œuvre particulière, à ce moment-là particulier, dans cette maison de vente aux enchères particulière. Et donc, ce qu'on va essayer de minimiser, c'est l'erreur entre les deux. C'est la distance entre les deux, c'est la différence entre la prédiction qu'on a faite et le prix véritable. Et on va essayer de minimiser ça, la somme de tout ça, sur toutes les données d'entraînement qu'on a disponibles. Sur toutes les ventes qu'on a, on va essayer de minimiser cette fonction-là. Donc c'est tout ce qui est écrit ici. On fait la somme sur tous les exemples de ventes qu'on a, de l'erreur qu'on a faite dans la prédiction. Et ça, c'est ce qu'on va appeler notre fonction de coût. Et on va essayer de choisir les poids W, de choisir les poids de chacune des connexions dans notre gros réseau de neurones pour essayer de minimiser cette fonction de coût, pour essayer de payer le prix minimum, de faire le minimum d'erreurs. C'est un problème très très compliqué, parce que même si nos opérations sont très simples, on a une grande succession d'opérations comme ça,
beaucoup de paramètres W dans les slides précédentes, beaucoup de non-linéarité, et d'essayer de trouver les bons paramètres, c'est quelque chose de très compliqué. Quand on a un problème très compliqué, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on revient aux solutions les plus simples possibles. Et donc, en fait, l'algorithme qu'on utilise de manière très générique pour entraîner les réseaux de neurones, c'est-à-dire pour choisir les poids qu'on va utiliser dans les réseaux de neurones, ça va être des algorithmes qui vont être des algorithmes d'optimisation locaux. On va juste commencer par choisir les poids de manière complètement aléatoire. Donc, on va avoir une fonction de prédiction qui va avoir strictement aucun sens, qui va juste avoir des prédictions aléatoires. Et ensuite, on va regarder les exemples d'apprentissage un par un. On va regarder les exemples de vente un par un. Et on va essayer de modifier un tout petit peu chacun des poids pour que la prédiction s'améliore un tout petit peu. Donc, si j'ai une vente qui s'est fait à un prix très bas et que j'ai prédit un prix très haut, je vais changer un tout petit peu tous mes poids. Intuitivement, je vais réduire les derniers poids pour faire une prédiction qui va être un tout petit peu plus basse. Et je vais faire ça itérativement, en regardant itérativement tous mes exemples d'entraînement, en les regardant un par un ou en les regardant par petits groupes, et je vais modifier un tout petit peu mes poids. C'est un algorithme très très simple, c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Le problème avec cet algorithme, c'est qu'on n'a aucune garantie que la solution qu'on va avoir à la fin, que les poids qu'on va trouver à la fin vont correspondre à la meilleure prédiction possible des poids, au meilleur choix possible des poids pour faire les prédictions qu'on veut faire. On va juste avoir une solution. On ne sait pas véritablement si c'est la meilleure. Il y en a probablement d'autres qui donnent de meilleurs résultats. Il y en a probablement d'autres choix de poids qui donnent des résultats similaires. On a juste un résultat. Et tout ce qu'on peut faire, c'est prendre ce résultat et l'évaluer sur nos données d'entraînement et sur nos données de test, sur les données qu'on n'a pas utilisées précisément pour faire cet entraînement, sur les données qu'on n'a pas utilisées pour optimiser les poids, et regarder si c'est quelque chose qui marche, c'est pas quelque chose qui marche. On a des poids qui marchent, qui donnent de bonnes prédictions, on a des poids qui ne marchent pas, qui donnent de mauvaises prédictions. Et ce qui est magique, c'est que essentiellement ça marche. On n'a pas un algorithme d'optimisation qui est très bien défini. On a une fonction qu'on a définie avec plein de paramètres, typiquement des millions de paramètres, qu'on a optimisé avec un algorithme sur lequel on n'a pas beaucoup de garanties, mais parce qu'on a beaucoup de données d'entraînement, parce qu'on a choisi une architecture de réseau qui est une bonne architecture, en général, on va réussir à avoir des résultats qui ont du sens. Donc je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les résultats sur ce projet particulier de prédiction de prix, parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais juste donner un exemple de résultat. Donc un exemple de résultat, c'est qu'en fait, on peut prédire très bien le prix à partir essentiellement des informations textuelles. Si vous connaissez l'auteur, si vous connaissez la taille du tableau, s'il a été présenté dans un catalogue d'exposition, dans quelle maison de vente aux enchères il a été vendu, etc., etc., vous arrivez à faire une prédiction qui est relativement bonne du prix, qui est moins bonne typiquement que celle des experts, mais celle des experts aussi influence le prix de vente final. Parce que si un expert dit que le prix d'un tableau c'est 100 000 €, vous allez hésiter probablement à l'acheter 1 million d'euros. Donc le prix d'estimation qui est donné par les experts influence le prix de vente. Donc on s'attend à ne pas faire aussi bien, ce serait très surprenant qu'on arrive à faire aussi bien, mais on arrive à faire des prédictions qui sont relativement bonnes à partir juste des informations textuelles, et utiliser les images en plus des informations textuelles donne une amélioration qui est réelle, mais une amélioration qui est relativement faible. Ce qui peut être marrant, c'est de regarder quand est-ce que ça donne une amélioration et quand est-ce que d'utiliser l'image change vraiment le prix de vente qui est prédit. Donc ça, c'est un exemple où de rajouter l'image dans le modèle, d'utiliser le réseau de neurones non seulement à regarder l'information textuelle, mais aussi à utiliser l'image, change vraiment la prédiction qui est faite sur le prix. Et donc la prédiction du prix a été quasiment divisée par 2 si on utilise en plus l'image. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, le prix de vente est vraiment beaucoup plus petit que le prix estimé initialement. Et si on regarde l'exemple, on comprend assez bien que pourquoi est-ce que l'image réduit la prévision du prix? Parce que l'œuvre qu'on a ici n'est pas du tout représentative des œuvres de l'artiste. C'est un artiste qui fait des œuvres plutôt colorées comme ça. Et on a un tableau comme ça qui est plutôt blanc, qui est plutôt différent. Et donc on peut s'attendre à avoir une prédiction de prix de vente qui soit un petit peu plus faible. Donc on peut analyser comme ça les résultats un par un. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est expliquer pourquoi le réseau fait ses prédictions. On a une intuition de pourquoi est-ce qu'il fait ses prédictions, mais si vous me demandez pourquoi est-ce que le réseau l'a fait, je peux vous répondre, regardez tous les poids que j'ai appris, j'ai 1 million de poids et c'est ce qui se passe. Je ne peux pas vous expliquer véritablement pourquoi c'est arrivé, je ne peux pas vraiment donner de justification. Il y a des gens qui essayent de comprendre mieux les mécanismes qu'il y a à l'intérieur, on peut essayer de visualiser des choses, mais essentiellement c'est une question de recherche très ouverte, c'est une question très compliquée. Je peux juste dire, j'ai appris un modèle et c'est ce que mon modèle me donne. Et regardez, ça marche dans la bonne direction, je fais des prédictions qui ont du sens. Et ça, c'est quelque chose qui est très très générique avec des réseaux de neurones. C'est très difficile d'avoir une bonne interprétation de pourquoi les choses arrivent. On sait très bien comment est-ce qu'on l'a construit, toutes les opérations à l'intérieur sont très simples, mais on ne sait pas pourquoi les prédictions ont été faites. Donc je vais m'arrêter ici sur cet exemple. Sur cet exemple, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la manière générale dont fonctionne l'apprentissage artificiel et en fait dont fonctionne l'essentiel des algorithmes qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui.
on apprend à partir d'exemples. Ce qui marche bien, c'est l'apprentissage artificiel supervisé, où on a donné plein d'exemples et on a un algorithme qui essaye de reproduire ce qui a été montré sur ces exemples. Et ces exemples, ça peut être très divers, ça peut être des exemples d'œuvres avec un prix de vente, ça peut être des exemples d'œuvres avec un label sur le contenu qui dit ce qu'il y a dans les œuvres, ce qui est représenté dans les œuvres. Ça pourrait être une image d'une œuvre avec le nom de l'auteur, on pourrait prédire le nom de l'auteur, mais dans tous les cas, on a juste un ensemble d'exemples et on entraîne ce qu'on peut voir comme une boîte noire, puisque finalement on a du mal à interpréter ce qui se passe à l'intérieur, même si on l'a construit à partir d'opérations simples, qui donne une prédiction. Et on apprend uniquement avec des exemples. Et donc, évidemment, on n'a aucune garantie sur les performances. Je peux vous dire que j'ai bien entraîné mon réseau de neurones, je l'ai testé sur mes données de test, j'ai telle performance, mais je ne pourrais jamais vous promettre qu'il va marcher sur un nouvel exemple, ou vous expliquer pourquoi est-ce qu'il va marcher ou pas marcher sur un nouvel exemple. En tout cas, c'est un problème qui est véritablement compliqué. Mais par contre, ces algorithmes marchent très très bien. Et c'est un petit peu ce qu'on a découvert ces dernières années. On peut résoudre énormément de problèmes juste comme ça. Si on a suffisamment de données, on peut résoudre des problèmes même qui paraissent très compliqués avec des algorithmes exactement comme celui-ci, et des algorithmes à base de réseaux de neurones. Donc maintenant, je vais vous donner un ensemble d'exemples sur lesquels je vais passer plus rapidement, mais qui correspondent probablement à des sujets qui vous intéressent plus directement. D'abord, pour montrer un petit peu la complexité à laquelle on peut arriver très vite quand on fait des prédictions comme ça, au lieu de faire une prédiction par image, ce qu'on peut faire très simplement, c'est faire une prédiction par pixel de l'image. C'est-à-dire que si on a une page comme ça, je pourrais prédire par exemple où sont les lignes de texte, où sont les illustrations, et ça c'est aussi un problème qu'on peut formaliser comme un problème d'apprentissage supervisé, puisque en entrée on a une image, on a un tableau de pixels, et en sortie on a juste plein de sorties, on a une sortie par pixel, et la sortie c'est juste de dire, on va sortir une valeur si c'est un élément du fond de la page, on va sortir une autre valeur si c'est un élément d'une ligne de texte, et on va sortir une troisième valeur si c'est un élément d'illustration. Donc conceptuellement, c'est exactement la même chose. Les réseaux de neurones qu'on utilise ressemblent énormément, en tout cas toutes les opérations de base dedans sont exactement les mêmes, et on peut résoudre une tâche qui est plus compliquée, qui a priori est plus intéressante aussi, puisque à partir de ça, vous pouvez par exemple extraire toutes les illustrations dans des documents. Mais comme les annotations sont beaucoup plus compliquées, puisque maintenant on veut avoir une prédiction par pixel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à annoter à la main. Et beaucoup de la recherche en machine learning aujourd'hui, en vision artificielle en particulier, c'est d'essayer de trouver des manières d'éviter de faire des millions d'annotations à la main. Parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, qui prend beaucoup de temps, qui est difficile à reproduire. À chaque fois qu'on a un nouveau type de données, il faut refaire des annotations. Donc on essaye de l'éviter au maximum. Ce qu'on peut faire dans ce cas particulier ici, c'est de ne pas entraîner l'algorithme sur des données réelles, mais d'entraîner l'algorithme sur des fausses données. Les deux images que vous avez ici, ce n'est pas des vraies images de texte, ce n'est pas des vraies images de documents. Et si vous voulez regarder un petit peu, elles ont l'air bizarres. Donc on s'en rend compte relativement rapidement. Mais vu de loin, elles ressemblent à des images de documents, et il y a du bruit, il y a des choses qui ressemblent à des pages, il y a des illustrations, il y a des dessins, il y a des choses qui ressemblent à du texte. Et donc on peut créer comme ça, de manière complètement automatique, des pages de texte, juste en prenant du texte de Wikipédia, des images d'Internet, en les mettant ensemble, en les combinant de manière un petit peu aléatoire, en rajoutant du bruit dessus. On peut créer des données sur lesquelles on sait exactement où est le texte, puisqu'on l'a mis nous-mêmes, où on a directement les annotations, mais où on n'a pas véritablement passé du temps à annoter les données. Et ce qui est magique, encore une fois, un petit peu, c'est qu'on peut entraîner un réseau de neurones sur des données comme ça, et l'appliquer ensuite sur des données réelles, et avoir des segmentations sur des données réelles qui ont du sens, qui sont relativement précises, et qu'on peut exploiter après pour extraire des illustrations, pour faire de l'analyse de texte, etc. etc. Donc premier niveau de complexité qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut faire des prédictions qui sont beaucoup plus complexes qu'une seule prédiction par image. On peut avoir plein de prédictions par image. Voilà. J'ai passé à un autre projet que je vais détailler un tout petit peu plus, qui est un projet qu'on a fait récemment, où on a essayé de reconnaître des filigranes. Et typiquement, ça va être quelque chose où c'est un projet sur lequel c'est un problème sur lequel je pense qu'avoir un algorithme d'apprentissage automatique, ça peut être quelque chose de très utile, parce que si vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi ce que c'est qu'un filigrane, comment est-ce qu'on trouve les filigranes. Donc les filigranes, c'est des marques dans le papier qui sont créées au moment de la fabrication du papier, en mettant un fil de fer dans le moule du papier qui était créé. Jusqu'au 19e siècle, on a des filigranes dans la plupart des papiers. Et donc, quand on regarde le papier par transparence, l'épaisseur du papier varie un petit peu. Et on peut voir des marques, comme celle qu'on a ici, qui correspondent à ce fil de fer qu'on a mis dans le moule et qui permettent d'identifier le fabricant du papier. La raison pour laquelle on mettait ces fils de fer, c'était pour identifier des productions de papier, identifier le fabricant, identifier la taille du papier, etc. Et ces fils de fer se dégradaient au fur et à mesure du temps, donc on les changeait régulièrement. Ils étaient changés régulièrement. Donc si on identifie cette marque, si on l'a déjà vue quelque part, on est sûr de savoir de quel fabricant vient le papier et à quelle époque le papier a été produit. Donc ça permet de localiser l'origine du papier, d'un document, et potentiellement de dater le document, en tout cas de donner de l'information sur la date du document. Le problème pour utiliser des filigranes, le premier, c'est que c'est potentiellement, si on n'est pas expert, relativement difficile de les reconnaître.
Quand vous avez un filigrane, si vous n'en avez jamais vu, j'en avais jamais vu avant ce projet d'aider compliqué, c'est très difficile d'imaginer ce qu'il y a dedans, c'est souvent difficile de le décrire avec des mots, on n'a pas vraiment le vocabulaire pour les décrire facilement si on n'est pas véritablement expert du domaine. Et ensuite, on a des catalogues de filigranes où il y a des milliers et des milliers de filigranes. Typiquement, pour ce projet, on a utilisé un catalogue qui est le catalogue Briquet, qui a plus de 16 000 exemples de filigranes différents. Et donc, vous vous retrouvez à devoir, quand vous avez votre exemple, vous n'êtes pas vraiment capable de reconnaître ce qu'il y a dedans, vous voulez aller chercher dans votre très grosse base de données de 16 000 exemples, quel filigrane j'ai devant moi. Ce n'est pas un problème qui est véritablement compliqué. A priori, si vous avez les deux en parallèle, vous allez vous en sortir. Mais juste, il faudrait avoir une très bonne connaissance de ce catalogue pour être capable de faire cette recherche. Et donc, ça, c'est typiquement quelque chose, une tâche où, à mon avis, on peut développer facilement des algorithmes qui vont véritablement aider la recherche et juste accélérer un processus qu'on pourrait très bien faire à la main, mais qui serait potentiellement très long. Et donc, c'est véritablement un problème difficile, parce que si vous regardez un petit peu ce catalogue de filigranes, il y a beaucoup de filigranes qui, visuellement, sont extrêmement similaires. Donc, il y a d'autres manières de les identifier, mais si vous regardez juste le dessin du filigrane, tout ça, c'est 5 filigranes très différents qui correspondent à des époques différentes, à des endroits différents, et donc vous voulez faire un minimum d'erreurs vous ne voulez pas confondre ces deux filigranes. Donc c'est vraiment un problème qui est difficile. On dirait que c'est un problème qui est de classification très fine, avec des différences subtiles entre les classes. Et le deuxième problème, c'est que si vous prenez juste une photo de votre filigrane, même en l'éclairant bien, vous trouvez des choses comme ça, en fait, où c'est vraiment véritablement difficile de dire qu'est-ce qu'il y a dans ce papier. Visuellement, quand vous avez le papier devant vous, et encore plus quand vous avez une photographie ici, je serais bien embêté pour vous dire ce que représente ce filigrane ici. Et pourtant, c'est un problème où les réseaux de neurones vont très bien marcher. Donc comment est-ce qu'on va apprendre un réseau de neurones? Comment est-ce qu'on va apprendre un algorithme à représenter ces filigranes? On va faire exactement comme tout à l'heure. On va commencer par aller chercher des données. Et là, aller chercher des données, aller chercher des filigranes et des filigranes dont on connaisse la catégorie, c'est quelque chose de nettement plus difficile parce qu'il faut véritablement aller dans les archives, trouver un moyen d'avoir plein de filigranes qui sont identiques mais avec des écritures différentes, sur des papiers différents, etc. pour ne pas reconnaître le type d'écriture ou le papier, mais pour véritablement reconnaître le filigrane. Et donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et la plupart du temps dans ce projet, la plupart de l'effort, en fait, ça a été d'aller chercher ces données pour les filigranes. Et on a réussi à le faire pour une centaine de types de filigranes, d'aller photographier 60 exemplaires différents. Et ça paraît relativement peu par rapport aux millions qu'on avait tout à l'heure, mais ça représente déjà un effort très conséquent. Une fois qu'on a une base de données comme ça, même si elle n'est pas absolument énorme, c'est 6000 exemples, c'est beaucoup moins que ce qu'on avait tout à l'heure, on peut quand même apprendre un réseau de neurones dessus. Et on arrive de mieux en mieux à apprendre ces réseaux. On a des manières de les apprendre qui sont qui fonctionnent de mieux en mieux. Et donc on arrive à apprendre un réseau qui va faire la prédiction de chacune de ces 100 classes à partir des images. Donc l'entrée de notre réseau, ça va être une image. Et la sortie, c'est un vecteur de taille 100, où le 1 indique juste la position, du 1 indique chacune des 100 classes de filigrane qu'on avait. Et le réseau au milieu, c'est exactement celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un réseau complètement standard. Et donc on peut entraîner un réseau pour apprendre à reconnaître chacune de ces 100 classes de filigrane. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de très utile en pratique, parce que des filigranes, on n'en a pas 100, on en a 16 000, et ce qu'on veut, c'est être capable de reconnaître les 16 000. Et en plus, on n'a pas en général des photos de ces 16 000 filigranes qui sont disponibles. On n'a pas des photos, on a juste des dessins. Et d'aller rechercher dans les archives et refaire une photo de chacun de ces dessins, c'est aussi quelque chose qui est très coûteux. C'est quelque chose qu'on a dû faire pour évaluer bien nos algorithmes, mais d'avoir 300 exemples comme ça, où on avait à la fois le dessin et une photographie, ça a été quelque chose d'à peu près aussi coûteux que d'aller chercher les premières. Donc c'est plusieurs mois, c'est quasiment une année de travail, probablement. D'aller chercher quelques centaines d'exemples. Donc évidemment, on n'a pas du tout envie de le refaire sur les 16 000 exemples. Mais ce qu'on peut faire avec les réseaux de neurones, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on prend notre réseau de neurones qui a été appris pour une tâche particulière. Donc ici, il prend notre image en entrée et il sort sa classe parmi les 100 classes qu'on a appris en sortie. Et on va le tronquer. On va oublier toute la fin du réseau et on va prendre une sortie intermédiaire au milieu du réseau. Et on va dire que ça va être de cette manière-là qu'on va décrire notre image d'entrée. Au lieu de comparer les images en comparant les valeurs de leurs pixels, on va comparer les images en comparant les valeurs de leurs descripteurs, les valeurs des activations des neurones intermédiaires dans nos réseaux de neurones. Donc ça, on va appeler ça un descripteur de l'image. Et si on veut essayer de trouver le dessin le plus similaire à cette image-là, au filigrane qui est visualisé dans cette image-là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va calculer le descripteur de cette image, calculer le descripteur de chacun des dessins de filigrane qu'on a, et juste dire que c'est probablement le même que celui qui a le descripteur le plus proche.
Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à justifier. Il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles ce descripteur devrait bien permettre d'associer des filigranes qui ne correspondent pas du tout à ceux pour lesquels on a entraîné l'algorithme. On a entraîné sur 100, on teste sur 16 000. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Mais pourtant, à cause de l'architecture du réseau, à cause de la manière dont c'est appris, on a de bonnes représentations intermédiaires qui permettent précisément de faire ça. Et si on fait juste ça, si on calcule le descripteur de cette image et tous les descripteurs de nos 16 000 filigranes, les filigranes les plus similaires qu'on va trouver, ça va être ceux-là. Et vous voyez que le premier ne correspond clairement pas exactement, les autres ne correspondent pas exactement non plus, mais sont relativement proches. Mais par contre, il y en a plein qu'on a réussi à éliminer. Et déjà, ce résultat-là, à mon avis, est très impressionnant et est très surprenant, parce qu'on a ces descripteurs qui sont appris pour une tâche particulière, on les teste sur une nouvelle image, on prend le descripteur d'une nouvelle image, et on arrive à faire cette association-là d'une manière qui a relativement du sens, qui est probablement à peu près ce que je ferais si je devais essayer de trouver les filigranes les plus similaires. Une limitation de ça, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi l'algorithme nous a dit que ces deux-là étaient similaires. On a appris un algorithme, on a pris une sortie intermédiaire, on a cherché la plus proche. Je ne peux pas du tout vous expliquer pourquoi est-ce que celui-là est plus similaire que celui-là. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi celui-là est plus proche que celui-là. Probablement à cause des lignes horizontales, probablement à cause de la texture, mais c'est très difficile de toucher pourquoi, et c'est très difficile d'apprendre des représentations qui vont donner des résultats similaires pour une raison particulière. Donc ça, c'est la sortie brute, et quelque part, c'est l'approche standard qu'on va avoir avec des réseaux de neurones. On va apprendre un réseau de neurones sur une tâche compliquée, et ensuite, on va juste utiliser ces sorties intermédiaires pour donner les résultats les plus similaires à une image d'entrée. On va avoir une image d'entrée, et on va donner les images les plus similaires en sortie. Dans ce cas particulier, on peut améliorer un petit peu ce qu'on fait ici. On peut avoir un algorithme un petit peu plus évolué qui va permettre d'apprendre des représentations qui sont un petit peu meilleures pour cette tâche, et typiquement qui vont faire que les plus proches voisins de ce filigrane-là, ça ne va plus être ceux qui sont en haut, ça va être ceux-là. Et il se trouve que celui qui sort en premier ici, c'est véritablement le filigrane qui est dans cet exemple-là, qui a été identifié à la main et en prenant plus de temps. Et l'algorithme a véritablement appris à faire cette association. Donc ça, c'est un exemple particulier. Si on regarde quantitativement sur l'ensemble des données qu'on avait, donc sur les 300 filigranes qu'on avait, de faire la chose naïve, de juste prendre un descripteur et prendre le plus proche, finalement, ça marche quand même dans 30% des cas. Et dans 40% des cas, on a le bon filigrane dans les 5 premiers filigranes, dans les 5 filigranes les plus proches de l'exemple. Et ça, à mon avis, c'est déjà quelque chose de très impressionnant. Ça montre bien la puissance de ces réseaux de neurones, même si on ne comprend pas véritablement le détail de pourquoi ils marchent. En pratique, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Et si on a fait un apprentissage un petit peu plus évolué, un petit peu plus spécifique, si on a une manière un petit peu plus intelligente et compliquée de calculer la similarité, on arrive à des scores qui sont de l'ordre de 50% du premier filigrane qui est bon, et 70%, dans 70% des cas, le bon filigrane est dans les 5 premiers. Et si vous vous souvenez des exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont des vrais exemples d'images dans notre base de données, c'est véritablement de très très bons scores. Et si on faisait la recherche à la main, si quelqu'un qui n'était pas expert en filigrane, typiquement moi, faisait la recherche à la main, je pense que j'aurais des scores qui seraient bien inférieurs à ceux-là. Ça ne veut pas dire que l'algorithme va remplacer un expert de filigrane qui va exactement être capable de vous dire pourquoi telle et telle filigrane sont similaires et de l'identifier avec certitude, mais ça veut dire que pour quelqu'un qui ne connaît pas les filigranes, ça rend la recherche des filigranes et donc l'identification de la date du papier beaucoup plus facile que ce qu'elle était sans cet algorithme. Et à mon avis, c'est typiquement ça que les algorithmes à base d'apprentissage, à base de réseaux de neurones peuvent donner, c'est des outils de recherche nouveaux qui ne sont pas parfaits, qui ne vont pas marcher dans tous les cas, dont on ne va pas toujours comprendre les sorties, mais qui, dans beaucoup de cas, vont marcher, et donc, dans beaucoup de cas, peuvent accélérer le processus de recherche, accélérer ici le processus d'identification du filigrane. Donc, les messages clés, à mon avis, sur ce projet particulier, sur cet exemple particulier, c'est que on a des résultats qui sont très impressionnants, même sur un problème qui est très difficile. Très honnêtement, je ne pensais pas du tout qu'on aurait des résultats qui seraient de cet ordre-là sur ce projet-là, parce que si on regarde le projet, on a vraiment 16 000 filigranes très similaires les uns aux autres, des photos où il est très difficile de reconnaître quelque chose, et malgré tout, c'est quelque chose qui marche. Quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'à mon avis, pour que ce genre de projet soit utile, il y a en fait un énorme effort d'ingénierie à faire. J'en ai pas parlé parce que ce n'est pas véritablement le sujet, mais si vous développez un projet comme ça, pour le rendre utile, au-delà de la démonstration que vous aurez faite sur votre bureau, vous avez besoin de quelqu'un qui va développer un site web, qui va développer une application, qui va développer une base de données. Et donc là, sur ce projet-là, on a eu de la chance, on a quelqu'un qui a fait ça pour nous, et donc qui a développé une application que vous pouvez télécharger, que vous pouvez tester, qui ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, où vous allez sur ce site, sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application, et vous pouvez reconnaître un filigrane dans cette base de données. Donc ce n'est pas une version qui est complètement finie, mais c'est déjà quelque chose qui devrait marcher. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois dans ces projets quand on est du côté
côté recherche, c'est que pour avoir quelque chose qui marche, il y a essentiellement 40% de l'effort, 45% de l'effort qui est sur aller chercher les données, 10% de l'effort qui est sur développer l'algorithme et 45% de l'effort à nouveau qui est sur avoir un ingénieur qui va véritablement créer un site web, créer une base de données et créer un outil qui est véritablement utile et véritablement utilisable. Et si je sous-estime quelque chose, c'est vraiment la contribution de la partie recherche au milieu. La partie données et la partie développement sont en général vraiment les plus importantes. C'est à nouveau un exemple typique de projet en apprentissage artificiel, en apprentissage profond. Ce qu'on dirait, c'est intelligence artificielle. C'est un projet d'intelligence artificielle, on pourrait dire, mais c'est à nouveau très représentatif. L'essentiel, c'est aller chercher les données. Et une fois qu'on a les données, on essaye juste de reproduire ce qu'on a vu sur ces données. C'est aussi représentatif dans le sens où il y a vraiment des approches très standards, d'aller chercher le plus proche voisin d'un descripteur de réseau de neurones, d'apprendre un réseau de neurones, c'est très standard. Il y a des librairies qui existent, sur lesquelles, avec un peu de travail, qu'on peut faire tourner, on peut apprendre ces algorithmes-là assez facilement, et ça donne déjà de très bons résultats. On peut les améliorer un petit peu en rajoutant des choses un petit peu plus compliquées dans l'algorithme, mais l'idée de base, les réseaux de base, donnent en général déjà de très bons résultats, et c'est pour ça qu'ils sont très utilisés, et c'est pour ça qu'ils sont très utilisés aussi dans l'industrie. Parce que même si on n'a pas quelqu'un qui est véritablement expert, il peut prendre quelque chose de standard et il va pouvoir construire quelque chose qui va marcher en pratique. Voilà. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais passer rapidement sur d'autres projets, d'autres résultats pour vous donner des idées de choses qu'on peut faire. Ce projet-là, je l'aime particulièrement, c'est un projet où on veut identifier dans une base de données d'œuvres d'art des éléments qui sont répétés. La motivation pour ce projet, initialement, c'était une historienne de l'art qui travaillait sur Bruegel, qui avait déjà une base de données d'à peu près 1500 œuvres de Bruegel, dans lesquelles elle savait qu'il y avait beaucoup de répétitions. Et donc, on a essayé de développer un algorithme qui permette de trouver ces répétitions. Et on est un petit peu dans le même cas que le cas des filigranes tout à l'heure. Ce qu'on veut, c'est trouver exactement la même chose, précisément le même détail, mais potentiellement dans un médium différent qui va faire que l'aspect de l'image est très différent. La conséquence que ça va avoir, c'est que si on prend un réseau de neurones complètement standard, qu'on l'entraîne par exemple pour reconnaître des objets, on a des bases de données avec des objets annotés dans les images, et qu'on prend juste un descripteur d'un détail particulier et qu'on cherche son plus proche voisin dans la base de données, on va avoir des résultats qui sont ceux qui sont en haut ici et qui sont déjà très impressionnants. Parce qu'on est parti d'un cheval et le réseau de neurones, en regardant les plus proches voisins du descripteur, on a réussi à trouver plein de chevaux dans la base de données. Par contre, c'est aussi des chevaux qui sont dans le même médium, qui sont des dessins, et c'est des chevaux qui ne ressemblent pas forcément exactement à celui qu'on avait en entrée. C'est aussi des chevaux, mais il y a un point de vue différent. Ils sont dans un contexte différent, etc. etc. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire initialement, parce que ce qu'on voulait, c'était retrouver des chevaux qui ont été vraiment copiés à partir d'une œuvre précédente. Parce que la clé, c'est ça, c'est de la peinture d'atelier, donc on copie beaucoup à partir d'œuvres précédentes, à partir de gravures qui circulent, et donc ce qu'on veut trouver véritablement, c'est ces copies. Et comme tout à l'heure avec les filigranes, en changeant un petit peu le descripteur, en faisant du matching en mettant les images en correspondance de manière un petit peu plus évoluée, on peut développer un algorithme qui va trouver cette fois-ci ces voisins-là, qui correspondent exactement à des copies de ce cheval-là particulier, mais dans des contextes différents, ici avec un lion derrière, ici avec un cheval derrière, etc. etc. Pardon. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, et ça c'est véritablement quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qu'on peut faire un petit peu dans ce cas précis, c'est de prendre toute la base de données, de prendre les 1500 images et de dire à l'algorithme, bah maintenant essaye de trouver des parties qui sont en correspondance, des parties qui sont copiées, mais je ne te donne pas une image initiale, un détail initial qui m'intéresse, je te demande juste d'essayer de le trouver. Et c'est quelque chose qui donne des résultats, typiquement celui qui est ici, où on a ce chien qu'on retrouve dans une étude ici, dans deux versions un petit peu du même tableau ici, dans deux tableaux très différents ici. Mais le chien qui est utilisé, si vous regardez, c'est vraiment exactement le même. Il a vraiment été copié, probablement de l'étude au tableau, ou en tout cas d'une gravure à tout ça. Là, on a véritablement quelque chose qui est impressionnant parce que c'est non supervisé. Personne n'a donné des exemples, on a juste pris la base de données et à partir de la base de données, on trouve des résultats. Mais le problème qu'on avait tout à l'heure sur le fait qu'on avait du mal à interpréter les résultats, à dire pourquoi deux choses étaient similaires, persiste. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire pourquoi on a trouvé ce détail-là et il y a probablement d'autres détails qui sont répétés et qu'on n'a pas trouvé. On ne sait pas véritablement pourquoi. On a un résultat. Ça peut être intéressant, potentiellement, ça peut être intéressant parce que ça peut être quelque chose qu'on n'a pas vu avant, mais il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas trouvé, et ça, j'aurais jamais de garantie dessus, et je ne pourrais jamais vous donner de garantie dessus. Donc sur ce chien ici, ce n'est pas spécialement intéressant parce que c'est quelque chose que visuellement on identifie bien, si on connaît bien ces tableaux, on sait que ce chien-là est répété. Ça devient éventuellement plus intéressant pour les historiens de l'art, sur des choses sur lesquelles c'est plus difficile de faire ça, parce qu'il y a énormément typiquement de nature morte, de fleurs, etc., et d'identifier chacune des fleurs. Pour un algorithme, c'est exactement la même chose qu'identifier chacun des chiens. Pour un humain, c'est un petit peu différent parce que des fleurs, il y en a plein. D'identifier exactement que celle-là, oui, je la vois ici, je l'ai déjà vue ici, c'est pas forcément évident, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a déjà vu. Donc ça peut être un des bénéfices aussi d'utiliser un algorithme.
de faire quelque chose qui, pour un humain, sur une grande base de données, serait difficile. De le faire sur 1000 images, c'est encore faisable. Si vous avez une grande base de données de plein de musées différents, si vous avez des dizaines de milliers d'images, des centaines de milliers d'images, vous n'allez pas vous souvenir de toutes les natures mortes que vous avez vues, et donc de vous souvenir que cette fleur-là particulière, oui, je la retrouve ici, et c'est exactement la même. Donc on peut avoir un bénéfice juste par la capacité de passer à l'échelle, même si les résultats ne sont pas extrêmement précis. De manière intéressante, c'est quelque chose qu'on a aussi essayé plus récemment avec une historienne de l'art qui s'intéresse à de l'art plutôt moderne. Et l'algorithme qu'on a se généralise absolument. Et on retrouve beaucoup de réutilisation. Donc là, c'était quelqu'un qui s'intéressait à Vénus, de ce tableau-là, dans plein de versions modernes, avec plein de modifications différentes. Et l'algorithme, il se trouve, est très robuste à ça. C'est un projet sur lequel on continue de travailler. On essaye de faire de l'analyse plus fine de tableaux. Je pense qu'il y a des choses à faire sur l'analyse de tableaux. Typiquement, ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on a deux versions différentes du même tableau. Et c'est approximativement les mêmes, c'est approximativement des copies. Mais si on regarde dans le détail, c'est très difficile de les aligner. Si on essaye de trouver un alignement simple, donc ce qui est représenté ici en couleur, c'est un flow, c'est un déplacement entre les deux images. Si on essaye de trouver un déplacement qui aligne bien les images, les détails ne vont pas être très bien alignés. C'est-à-dire que si on essaye de superposer les deux images, on va trouver des détails qui ne sont pas très alignés. Et on peut essayer de prédire un déplacement, d'avoir un réseau qui va prédire un déplacement cette fois pour chaque pixel, qui va permettre de bien aligner chaque détail. Et donc quand on superposera les deux images, on n'aura plus ces ombres qui correspondent au fait que les deux images ne sont pas alignées, on aura des images qui seront véritablement alignées. Mais pour ça, il faut avoir un flot de déplacement qui soit beaucoup plus compliqué. On pense que c'est quelque chose qui peut avoir véritablement de l'intérêt, et ça c'est quelque chose qui serait très difficile à nouveau à faire à la main. D'annoter à la main pour chaque pixel dans la première image à quel pixel il correspond à la deuxième image, c'est faisable, mais ça prendrait énormément de temps. Là on peut automatiquement le faire, automatiquement avoir un flot de correspondance. Et donc ce qu'on espère, c'est que ça peut être utile pour plusieurs choses, typiquement peut-être pour analyser le processus de copie pour deux œuvres différentes, parce qu'on a des œuvres sur lesquelles le flot est relativement faible et relativement uniforme, et puis on a d'autres œuvres qui pourtant ont l'air de se ressembler beaucoup, mais où les flows sont très discontinus. Donc probablement elle a été copiée beaucoup plus localement. Celle-là, il y avait probablement une grille qui a été reproduite, ou en tout cas une copie d'ensemble qui a été faite. Un autre outil qu'on pourrait développer à partir de quelque chose comme ça, c'est juste de superposer toutes les images qui sont des copies les unes des autres, et en les superposant, si on les aligne de manière fine, regardez plutôt en bas ici, si on les aligne de manière fine, qu'on les superpose, on voit qu'on a des ombres ici qui correspondent à des détails qui sont présents dans une seule œuvre ou dans quelques œuvres seulement, alors que le reste a été recopié essentiellement. Et à partir de ça, on peut aussi retrouver les différences entre les œuvres et les retrouver de manière automatique. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on serait tout à fait capable de faire à la main, mais ça prendrait beaucoup de temps, ça prendrait une analyse fine. D'aligner ces deux images à main, c'est quelque chose de compliqué, donc bien les comparer, c'est quelque chose de compliqué. Il y a plein d'autres choses qu'un réseau de neurones est capable de faire, que vous aurez l'occasion de voir aujourd'hui probablement dans d'autres présentations, sur lesquelles je ne travaille pas spécifiquement, donc je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est en particulier tout ce qui est analyse de texte et lecture automatique de texte. Si vous avez un document, même aujourd'hui un document manuscrit, on est capable de transcrire automatiquement le texte dans le document manuscrit dans du texte qui est lisible sur un ordinateur, que vous allez pouvoir chercher avec des outils de traitement automatique des langues et que vous allez pouvoir analyser. Autre chose que vous allez voir tout de suite après, je crois, c'est être capable de taguer des images. C'est-à-dire pour chaque image, qu'est-ce que c'est le contenu de l'image, de qui c'est une œuvre, est-ce qu'il y a un chien dans cette image, est-ce qu'il y a telle ou telle chose dans cette image. Voilà. Je vais m'arrêter là, je remets une slide qui est essentiellement la même qu'avant. À mon avis, le message principal, c'est que ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, c'est essentiellement du processus d'apprendre à partir des exemples, avec des algorithmes qui en fait sont relativement simples, font des choses relativement simples, et que certes, ça ne donne pas une compréhension incroyable des processus, ça ne peut pas remplacer une véritable analyse des résultats, mais par contre, ça permet de faire des choses, et particulièrement, ça permet de faire des choses à très grande échelle, et à mon avis, donc de développer des outils qui peuvent être très utiles en pratique, des outils de recherche qui peuvent être très utiles en pratique. Merci beaucoup. Alors, merci Monsieur Aubry pour cette présentation très fournie. Si dans la salle, dans l'audience, il y a 2 ou 3 questions. Oui. Oui, bonjour, merci pour cette magnifique présentation, très technique mais quand même accessible. J'avais une question. Vous disiez que vous aviez affiné votre fonction de prédiction sur le coût moyen des œuvres d'art, le premier exemple que vous avez donné, en prenant des ventes, en partant du million de ventes, oui, qui était le point de départ. Quand vous dites que vous avez affiné la fonction de prédiction, vous l'avez fait manuellement sur le million de ventes ?
Non, c'est des algorithmes qui sont automatiques. De modifier un tout petit peu les poids pour améliorer un petit peu la fonction de prédiction, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire automatiquement. Quand on a un exemple, on peut automatiquement calculer comment est-ce qu'il faut modifier un petit peu les poids pour améliorer un petit peu la prédiction. Donc ça, c'est le processus d'apprentissage, et lui, il est automatique. Et c'est quelque chose donc, qui est fait complètement automatiquement. Et c'est ce qu'on appelle en général apprendre un algorithme, apprendre un réseau de neurones. En parlant fort, ça ira très bien. Oui. Des exemples de On a le micro, on va voir. Attendez. Des exemples de J'ai bibliothèques. retrouvé Alors, ma voix. Les données ne viennent pas d'une bibliothèque. Des exemples de librairies qui avaient été utilisées. De librairies de développement. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est du développement qu'on a fait nous-mêmes. On utilise une librairie qui est une librairie standard qui s'appelle PyTorch. Et on a tout fait en PyTorch. Il y a quelques librairies standards de réseaux de neurones qui sont développées essentiellement par Google, par Facebook, par quelques autres grandes entreprises, et qui sont relativement faciles à utiliser et qui sont en open source. Donc on a les sources complètement, et donc c'est ce qu'on utilise dans la plupart des labos de recherche.